Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir dans les œuvres de Nietzsche. On est maintenant dans le chapitre 2, qui parle plus particulièrement de psychologie et de surhumain, donc la relation entre les deux. Et dans cet épisode précisément, on va voir la psychophysiologie de Nietzsche. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager pour me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, rejoignez ma communauté sur mon site. Vous avez le lien dans la description. Je vous donne des exercices de rhétorique et de philosophie. Je vous partage quelques idées et on échange autour de tout ça ensemble. Vous avez plein d'exercices en exclusivité que vous retrouverez nulle part ailleurs et des cadeaux comme la newsletter de l'année dernière, gratuite. C'est à peu près une trentaine ou une quarantaine de pages, donc c'est pas rien et vous vous donnez à vous-même de la valeur en tant qu'individu. Sur ce, on commence. Donc, la psychologie nouvelle de Nietzsche est en fait une psychophysiologie, imprégnée de philologie, comme nous l'a montré le paragraphe 47, partie 3 de Par-delà bien et mal. Apprendre non pas au sens d'une science, mais celui d'un langage métaphorique. Nietzsche cherche tout au long de ses œuvres à établir un nouveau langage. On va justifier tout de suite ce propos, en disant que, personnellement, je pense que Nietzsche est un auteur qui se sert de métaphores pour nous dévoiler ce qu'il veut nous apprendre, mais aussi parce que ce qu'il cherche doit être dit, selon lui, en suivant un certain rythme. Un certain rythme, donc une certaine musique et des sonorités organiques. Ce que j'entends par là, c'est que Nietzsche veut parler au corps et non au lecteur. Lorsqu'il travaille ses aphorismes, il essaye de voir les effets que peuvent avoir ces aphorismes sur le lecteur, sur son corps en tout cas. Donc les effets que produisent son texte et non pas une potentielle vérité ou érudition. Là, on cherche vraiment un effet corporel. De plus, ça lui permet de passer outre les pièges du langage, pièges qui, je le rappelle, tous les idéalistes, selon lui, ont plongé à l'unisson. D'où il s'ensuit que pour Nietzsche, je cite, « communiquer un état d'âme, une tension intérieure, une émotion par des signes, y compris l'allure de ces signes, voilà le sens de toute espèce de style. Tout style est bon qui communique véritablement un état d'âme, qui ne se méprend pas sur l'allure des signes, sur les gestes, l'art du grand rythme. » Fin de citation. Cette psychophysiologie, c'est la nature de l'humain enfin décryptée. Après la mort de Dieu, Nietzsche peut recentrer, replacer l'humain sur son corps, qu'il cesse enfin de le nier ou de le voir comme tombeau de l'âme, pour citer Platon. Pour Nietzsche, une véritable psychophysiologie a pour but de, je cite, « lutter contre les résistances inconscientes dans le cœur du savant, elle a le cœur contre elle. » Fin de citation. Et un psychologue authentique ne pourra l'être et faire redevenir la psychologie comme, je cite, « la voie qui mène aux problèmes fondamentaux », fin de citation, que lorsqu'il aura abandonné toute morale afin de pouvoir s'enfoncer dans les profondeurs de la machine humaine. Et celui-ci devra alors faire preuve d'ingéniosité et d'innovation. Alors il y a chez Nietzsche un primat de la psychologie. Celle-ci traverse d'ailleurs toute son œuvre et je n'aurai de cesse d'y faire référence aussi tout au long du sujet. Cette psychologie, comme je l'ai dit, n'est pas n'importe quelle psychologie. Ce n'est certainement pas celle des idéalistes et encore moins celle des moralistes. Pour Nietzsche, ce dont on a besoin, c'est d'une psychologie très particulière, psychologie qui n'est pas encore. Elle est en cours de création, elle est naissante. Et Nietzsche va être celui qui offre la graine, mais celle-ci ne sera pas encore germée à proprement parler. Alors quelle est donc cette psychologie authentique, celle qui mènerait aux problèmes fondamentaux? Comment peut-elle régler les problèmes de valeur et de santé humaine? Eh bien, c'est avant tout une méthode purificatrice des mauvais instincts. Pour Nietzsche, la conscience, je l'ai déjà dit, n'est que le résultat, la surface de quelque chose de beaucoup plus complexe et souterrain. Vous avez ce passage très important d'Ainsi parla Zarathustra. Je cite, « C'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que tourne le monde, il tourne de manière invisible. » Fin de citation. Et donc ce passage très important révélera tout son sens lorsque j'aurai fini de développer. Alors maintenant, tentons de mieux comprendre, de mieux connaître ce qu'est la psychophysiologie.
Celle-ci est basée en grande partie sur la volonté de puissance. Au paragraphe 36 de Par-delà bien et mal, Nietzsche fait l'hypothèse de la volonté de puissance. Celle-ci se trouverait être la force même de la vie, l'agir même de toute chose, aussi primitive qu'évoluée soit-elle, elle est l'élan vital. En ce sens, on peut dire que ce que cherche aussi à montrer Nietzsche, c'est que le corps humain n'est qu'un cas parmi d'autres de l'expression de la volonté de puissance. Il est la forme humaine de la volonté de puissance. Une interprétation particulière de celle-ci, on va y revenir plus en détail très rapidement. Nietzsche décrit l'affect comme un état du corps. Ces affects seraient alors des états du corps qui sont interprétés. Il ajoute même que les pulsions sont des interprétations psychologiques de la physiologie, donc du corps. Ce qui montre une fois de plus le caractère premier du corps sur l'esprit. J'insiste bien sur le fait que c'est un caractère premier et non un primat. En effet, pour Nietzsche, ce qu'on appelle affect permet de rendre notre état physiologique pensable, mais ça ne veut en rien dire qu'il est notre état physiologique. Pour comprendre cette psychophysiologie, il nous faut donc d'abord comprendre la place qu'accorde Nietzsche au corps. Il dénonce autant la compréhension physiologique le précédent que la psychologie idéaliste, car elle aussi est teintée de morale. Elle est donc elle aussi falsifiée. Nietzsche ne s'amuse pas à renverser le statut du corps et de l'esprit pour choquer ou faire différemment des autres. Il le replace tout simplement là où ils doivent être. Le corps n'est pas quelque chose de simple, c'est une machine complexe et les grands esprits n'ont pas su ou n'ont pas voulu le voir. Soit par oisiveté, soit par peur, soit par incompréhension. Pour Nietzsche, le corps est une collectivité d'instances infraconscientes, d'instincts, de pulsions, d'affects, de passions. En bref, une communauté d'affectivité. Il le définit comme, je cite, « une collectivité d'âmes nombreuses ». Fin de citation. Et la principale erreur de ce soi-disant primat de l'esprit sur le corps provient de la notion d'être, car l'être est une fiction, le corps est une réalité. En conséquence, les recherches et les discours ontologiques nous ont piégés dans une gigantesque toile d'illusion d'où il est alors très difficile de s'échapper. L'esprit était, et est toujours en partie, utilisé comme un symptôme de la décadence, si nous le voyons comme les psychologues idéalistes, car, je cite, « on a enseigné à mépriser les tout premiers instincts de la vie, on a imaginé par le mensonge l'existence d'une âme, d'un esprit, pour faire périr le corps. » Fin de citation. Ce que d'ailleurs le paragraphe 39 d'Aurore dénonce aussi. Je vous laisse aller le lire. Donc pour Nietzsche, il faut revaloriser le corps, j'irais même jusqu'à dire revitaliser le corps, et comme ça, l'esprit lui aussi pourra l'être et se rendre utile pour la vie. L'esprit, c'est une petite raison pour Nietzsche, tandis que le corps, c'est la grande raison. Et donc, l'esprit, ce petit outil dans cette grande machine, eh ben, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle en a, ou qu'il en a si on parle de l'esprit. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer sa puissance, évidemment, du fait qu'il est justement un résultat, qu'il soit accident ou non. En effet, la physiologie, tout comme la psychologie, refaite à neuf, ne sont pas autosuffisantes chez Nietzsche. Il démontre le besoin de lier les deux lectures du corps pour tenter de le comprendre. Donc on a besoin de la physiologie et de la psychologie qui donnent toutes les deux des interprétations du corps et permettent de découvrir une nouvelle manière de considérer celui-ci. C'est pourquoi Nietzsche, lorsqu'il parle des pulsions au paragraphe 119 d'Aurore, utilise un vocabulaire très physiologique. Il va parler de faim, de soif, de nutrition, d'être assoiffé, d'aliments, etc. La psychologie, elle, permet de donner quelques noms aux instincts les plus voyants. Et qu'est-ce que le corps? C'est un assemblage particulier des instances infraconscientes dont les relations sont hiérarchisées. En effet, Nietzsche dit, je cite, « Notre corps n'est qu'une collectivité d'âmes nombreuses ». On a donc bel et bien un combat interpulsionnel et la pulsion victorieuse sera vue comme la volonté qui commande, c'est-à-dire l'instinct dominant. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le corps retrouve sa juste valeur par l'utilisation du langage physiologique. Et le langage psychologique permet quant à lui, à Nietzsche, de contester la suprématie de la conscience ou esprit.
De plus, cette revalorisation du corps permet celle de l'affect car il est dorénavant la racine de tout comportement humain et le penser n'est plus qu'une dérivation de celui-ci. La raison se voit alors retirer sa couronne puisque l'affect devient constitutif de la pensée. L'affectivité se voit ainsi octroyer un certain primat. Pour revenir quelque peu sur ce qu'on vient de dire, la psychologie permet de mettre en lumière qu'il existe de l'infraconscient et qu'ainsi, la conscience n'est qu'une pièce parmi d'autres dans la machine complexe qu'est l'humain. Ça, on l'a dit. La conscience est alors à prendre comme objet de surface bien moins complexe et bien moins riche que le souterrain nommé infraconscient. La nouvelle psychologie étant développée, Nietzsche peut démontrer qu'elle est le résultat d'une chaîne hiérarchique. Et par résultat, Nietzsche entend un essai de l'organisme. Elle résulte d'une victoire d'instances de l'infraconscient qui sont devenues perceptibles. Alors s'il y a pour Nietzsche un primat de l'affectivité, le psychologue est celui qui doit se rendre capable de trouver l'origine des comportements humains qu'il étudie. Or, cela ne se fait qu'en remontant à l'origine des affects qui guident tel ou tel comportement. Les pensées sont ainsi le signe d'un combat entre les affects et non d'un combat entre la raison et les affects, puisque la raison est le produit des affects. Le psychologue de Nietzsche a dorénavant une lourde tâche. Qu'est-ce que la psychologie nouvelle, cette psychophysiologie utilisée par Nietzsche? C'est l'étude des instances infraconscientes ainsi que des échanges relationnels qui y règnent dans le sous-sol de l'infraconscient. Cette étude permet de mettre en lumière les agissements de la conscience rendus possibles par ce vaste champ de guerre interpulsionnelle. Car même la plus théorique des pensées est liée à une pulsion. Toute pensée aussi fine et pure d'apparence soit-elle est liée à un instinct qui est ressorti victorieux du souterrain et s'exprime à la surface. Encore une fois, je cite, « Nous ne prenons habituellement connaissance que du résultat de la lutte, tant le fonctionnement de cette antique mécanique est aujourd'hui rapide et caché. » Fin de citation. Pour le redire autrement, la pensée, plus précisément le flux de pensée que nous avons, est le résultat d'une perpétuelle guerre entre les instincts. La psychophysiologie est donc basée sur la théorie de la volonté de puissance nietzschéenne. La volonté de puissance, c'est quelque chose de dynamique, de mouvant. Comme on l'a vu, ce n'est pas une volonté au sens traditionnel du terme, à savoir la faculté humaine de choisir, comme on peut le retrouver notamment dans les confessions de saint Augustin. La volonté au sens de Nietzsche est une puissance en devenir qui veut continuellement croître, s'intensifier, s'étendre. C'est elle qui s'empare de telle ou telle manière des événements, les interprète de telle ou telle manière aussi. L'objectif de cette psychophysiologie est alors l'étude des différentes manifestations de la volonté de puissance. Un autre point doit être éclairci. Lorsqu'on parle d'interprétation ici, ce n'est pas la manière d'un archéologue en mettant au jour quelque chose de déjà existant. Chez Nietzsche, une interprétation, c'est donner un sens, un certain point de vue, qui nous est imposé par la volonté de puissance, par nos instincts profonds. En fin de compte, interpréter chez Nietzsche, c'est le fait qu'une instance souterraine cherche à dominer ou domine les autres instances. Or, tout instinct cherche à dominer, comme je l'ai dit auparavant, c'est une guerre d'instinct. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que toute instance, tout instinct, si on en préfère le terme, a pour fondement, pour base, pour racine profonde et première, la volonté de puissance. Puis celle-ci se diversifie, se complexifie, au fur et à mesure qu'elle réussit à accroître sa puissance. Tout ceci ne signifie pas une anarchie souterraine, évidemment, bien au contraire, les échanges interpulsionnels sont hiérarchisés et la lutte de celle-ci n'exclut ni la cohabitation, ni la collaboration. On peut s'apercevoir aussi au regard du paragraphe 12, section 2 de la généalogie de la morale, ainsi qu'à la fin du paragraphe 11, le précédent, que les relations entre les instincts semblent être principalement de trois types. Ceci démontre que chaque instinct est réellement comme une petite âme. Premièrement, un instinct peut faire émaner quelque chose de lui, un ordre par exemple. Deuxièmement, il peut transmettre son ordre ou celui d'un autre. Troisièmement, il peut exécuter son ordre ou celui d'un autre.
Ainsi, partir de la volonté de puissance permet d'expliquer la vie organique et la bonne entente des instincts entre eux. Certaines conciliations permettent la survie de l'ensemble et l'accroissement de la puissance. Chacun ayant une utilité, des fonctions spécialisées naissent de la complexification des instincts et cela donne une plante, un animal, l'animal humain, etc. Donc ça nous oblige à totalement réviser toutes nos croyances sur le vivant, notamment celle de l'évolution chez Darwin. Le psychologue sera donc aussi biologiste. Et je précise pour Darwin parce que la volonté de puissance nietzschéenne n'est pas l'évolutionnisme de Darwin. J'ai déjà vu pas mal de vidéos passer sur ça et je trouve personnellement que c'est un contresens. En tout cas que c'est une grossière erreur. Peut-être que je me trompe aussi, mais je ne le vois pas du tout de cette manière-là. Donc la mise en commun de la physiologie et de la psychologie, mais aussi de la philologie, puisqu'il nomme souvent le corps comme étant un texte, à déchiffrer en tout cas, sont alors les trois grandes armatures de la méthode de décryptage du corps en tant que texte originel. Et cette remise en place du corps permet aussi une remise en place de l'humain. Il n'est plus le fruit du divin ou le sommet de l'évolution, il est au même titre qu'une plante, qu'un animal, soumis à la volonté de puissance. La méthode généalogique que Nietzsche utilisera n'est rien d'autre que le décryptage psychophysiologique des interprétations avec une grande rigueur philologique. Alors c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, commenter évidemment. Dans la prochaine partie, dans le prochain épisode, on verra l'utilité de cette théorie sur le surhumain. Donc on verra la psychologie authentique et son lien au surhumain. En attendant le prochain épisode, je vous conseille d'aller sur mon site et puis de regarder, vous avez les liens dans la description, de regarder et de voir si vous voulez rejoindre la communauté. C'est 5 € par mois et 50 € pour l'année, soit 2 mois offerts. Et dedans, dans cette communauté, donc on peut échanger ensemble et toute la communauté peut échanger. Et je vous propose des exercices de rhétorique et de philosophie assez souvent. Je vous propose des cadeaux. Tout est exclusif. Et je vous propose aussi des réductions sur mes cours, mes formations, etc. Donc vraiment, ça peut que vous être bénéfique et vous apporter de la valeur, affiner vos compétences tant dans votre pensée que dans vos paroles, etc. Vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter. Cette année, on est sur la création de votre propre manifeste, qui est en gros les valeurs et les maximes que vous souhaitez voir régir dans votre vie, vos comportements. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, ciao!